Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur LCF pour ce rendez-vous de l'information. Le ministère de l'économie et des finances veut permettre aux différents départements ministériels d'apprécier les progrès réalisés lors des réformes de 2010 à 2013. Un atelier a été organisé à cet effet. Les partis parlementaires se sont retrouvés ce lundi au siège de Togo Télécom pour entamer les discussions dans le cadre de la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles prévues par l'accord politique global. Le décryptage de l'actualité centrafricaine dans cette édition, c'est avec Martin Ziguélé, ancien Premier ministre, président du mouvement de la libération du peuple centrafricain, et son porte-parole, Christian Touaboy. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Suite à des discussions politiques initiées dans le cadre de la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles ce lundi au siège de Togo Télécom, les délégués des partis parlementaires représentés à ce dialogue ont procédé à la mise en place d'un bureau provisoire du dialogue et se sont accordés sur les points à inscrire à l'agenda des discussions qui devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Compte rendu, Rajul Mohamedou, Alphonse Pitassa. De la primature au siège de Togo Télécom, le cadre a changé, mais pas les acteurs politiques, ni les objectifs, ni le chronogramme assigné à ce dialogue. Les délégués des 6 partis politiques parlementaires ont jusqu'à la fin du mois pour s'entendre sur le maximum de sujets concernant les réformes constitutionnelles et institutionnelles laissées en friche depuis la signature de l'accord politique global en 2006. À ce jeu d'équilibrisme que constitue le consensus, les différentes parties prenantes ont mis 6 heures de temps pour s'entendre sur ce bureau provisoire. Présidence, ADI. Vice-présidence, UNIR. Premier rapporteur, Arc-en-Ciel. Deuxième rapporteur, ANC. Troisième rapporteur, UFC. Il faut souligner le profil bas du parti UNIR de la majorité présidentielle. En revanche, la position de retrait de l'ANC sur l'organigramme est compensée par la présidence assurée par ADI, l'autre parti parlementaire membre du collectif Sauvons le Togo. Quant à la question des sujets à programmer à l'ordre du jour, les 6 points de départ ont été confirmés. 1. Le régime politique. 2. La nomination et les prérogatives du Premier ministre. 3. Les conditions d'éligibilité du président de la République. 4. La durée et la limitation du mandat présidentiel. 5. L'institution d'un Sénat. 6. La réforme de la Cour constitutionnelle. Complété par 6 nouveaux autres points. 7. Le mode de scrutin pour toutes les élections. 8. L'amélioration du cadre électoral, à savoir la CENI et ses démembrements, le découpage électoral, le financement public des partis politiques, des candidats et des délégués dans les bureaux de vote, le statut de l'opposition, la chambre administrative de la Cour suprême, etc. 9. Les élections locales. 10. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. 11. Le caractère républicain de l'armée. 12. Les mesures d'apaisement du climat politique, à savoir la sécurité des militants des partis politiques, la libération des personnes détenues et l'annulation des poursuites dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé, la libération des condamnés dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, la désignation des chefs traditionnels. Le bureau est l'ordre du jour ainsi arrêté. Le terrain est suffisamment déblayé pour l'ouverture du véritable chantier des réformes. Un chantier qui se poursuivra dès mardi et qui s'annonce ardu, tant les angles à arrondir sont têtus et obtus. La cellule de promotion et de placement des Togolais dans les organisations et institutions internationales a été mise en place ce lundi au ministère des Affaires étrangères à Lomé. Cela fait donc suite à un constat et il est donc clair que le Togo regorge d'énormes potentialités de compétences disséminées à travers le monde et il convient alors de valoriser ces compétences. Cela sera donc l'objectif de cette cellule qui a également pour but de faciliter les recherches relatives aux postes
vacants aux avis de recrutement et éventuellement aux offres de bourses et stages. Ashta Madjom, Bruno Johnson. Sur à peu près 38 organisations internationales dont est membre le Togo, seulement 140 Togolais occupent des postes dans ces organismes. Une faible représentativité quand on sait que beaucoup de Togolais ont la potentialité et peuvent être compétitifs à ces postes internationaux. Le gouvernement togolais, dans sa politique de consolidation des bases de l'émergence du Togo à l'horizon 2030, vient de créer à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération la cellule de promotion et de placement des Togolais dans les organisations et institutions internationales. Une cellule qui aura pour mission d'accélérer la mise en œuvre de la politique de promotion des Togolais. Donc, cette initiative, elle va contribuer sur un plan international au placement des Togolais. Comme vous le saviez, la priorité du gouvernement, c'est la SCAP. Donc, qui in fine a pour but la promotion de l'emploi, mais ici c'est la promotion de l'emploi à l'international. Nous avons cette cellule ici qui travaille au ministère des Affaires étrangères 24 heures sur 24, joignable par internet, sur internet, par email et par téléphone. Nous avons des fonctionnaires ici qui s'occupent que de ça. Alors ils peuvent être informés si le poste peut leur revenir. La plateforme est accessible sur le www.diplomatie.gouv.tg et offre toutes les actualités possibles sur les postes vacants aux fonctions internationales. Cette plateforme se veut un outil de publication quotidienne de tous les avis de vacances de postes, pour que tous les Togolais soient constamment informés sur ces avis de vacances de poste afin de postuler. Il suffit de se rendre sur cette plateforme, de choisir le poste auquel vous voulez postuler, de voir les conditions et de contacter la cellule qui vous fournira toute l'assistance technique. Le lien, c'est www.diplomatie.gouv.tg. Cadre d'assistance et de conseil, cette cellule permettra tant aux candidats, aux postulants, qu'aux compatriotes déjà en fonction dans les instances internationales de disposer de toutes les informations possibles. L'objectif de la nouvelle orientation de la diplomatie togolaise étant de renforcer à terme le rayonnement du Togo à travers une présence plus soutenue de ses fils et filles dans les organisations et institutions internationales. La revue bilan de mise en œuvre des réformes sur la période 2010-2013 et validation de la matrice unifiée des réformes actualisées pour la période 2014-2016 dans les différents ministères et institutions de l'État était au cœur d'un atelier ouvert ce lundi à Lomé par le ministère de l'Économie et des Finances. Cet atelier, qui durera 3 jours, vise à permettre aux différents départements ministériels d'apprécier les progrès réalisés et les difficultés rencontrées pour une meilleure orientation de la réforme ou des réformes pour la période 2014-2016. C'est un reportage d'Ida Aziadouvo présenté par Ashtama Djama. Depuis 2010, le gouvernement togolais a élaboré des réformes pouvant relancer le Togo sur la voie de l'émergence économique. Des réformes allant de l'assainissement des finances à la promotion du secteur privé et aux réformes des marchés publics ont été faites. Après 4 ans d'exécution, seules 159 sur 710 réformes ont été réalisées, soit un pourcentage de 22,4. Cet atelier qui réunit les différents départements ministériels et institutions va servir donc de cadre de réorientation des réformes à programmer pour la période 2014-2016. Tous les départements vont faire la présentation des avancées, des difficultés qu'ils ont rencontrées, des mesures qu'ils vont prendre et reprendre les nouvelles mesures qui vont se réaliser d'ici 2016. Donc, on aura au sortir de cet atelier une matrice de réformes, un engagement de tous les départements ministériels sur les réformes qu'ils doivent mettre en œuvre d'ici 2014-2016. Durant 3 jours, les différents ministères devront identifier et mettre en œuvre des réformes plus audacieuses pouvant permettre au Togo d'atteindre des taux de croissance durables. Tous les départements ministériels sont invités. Dans le cadre de cette directive, il y a 2 ans, avec l'appui de la Banque africaine de développement, nous avons fait l'étude pour les 12 ministères qui ont aujourd'hui leur budget programme. Et il restait 18 ministères. Et
en recherchant des financements, nous n'avons pas pu trouver auprès des partenaires. Mais l'État lui-même s'est engagé et a financé pour les 18 ministères. Actuellement, les 18 ministères sont en train de préparer eux-mêmes leur budget programme avec l'appui d'un cabinet canadien qui les suit chaque jour, chaque semaine. Et d'ici juillet, on aura tous les départements ministériels qui auront leur budget programme. C'est dire que beaucoup reste à faire pour placer définitivement le Togo dans le processus de développement économique. Toutefois, le pays note des avancées, notamment dans la mise en œuvre de la SCAP, de l'ITUE et du guichet unique du commerce extérieur. Les derniers développements de l'actualité centrafricaine nous situent sur une éventuelle élection présidentielle prévue pour l'année prochaine, alors que le conflit continue avec un retrait des troupes tchadiennes. Pour donc décrypter cette actualité, nous avions tout le plaisir de recevoir sur le plateau de notre édition M. Martin Ziguélé, ancien Premier ministre centrafricain et président du mouvement de libération du peuple centrafricain, et M. Twaboy Christian, il est le porte-parole du président. Alors, bonsoir cher invité. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, monsieur l'ancien Premier ministre, je dois le dire ainsi, pourquoi est-ce que les Centrafricains en sont arrivés là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, musulmans et chrétiens s'entretuent en Centrafrique? Je vous remercie. Je crois que ce qui se passe chez nous n'est pas une guerre confessionnelle. Une guerre confessionnelle voudrait dire que des autorités religieuses chrétiennes appelleraient dans les lieux de culte à s'en prendre à des compatriotes musulmans et que des chefs religieux musulmans également prêcheraient dans la mosquée une guerre contre leurs compatriotes chrétiens. Ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé chez nous, c'est que tout simplement, il y a eu un processus politique et de gestion du pays qui a globalement échoué, qui a conduit à des mouvements de rébellion dans le nord-est du pays. Ce mouvement de rébellion a finalement pris le pouvoir le 24 mars 2013, malgré un processus de transition qui a été mis en place, et les tenants de l'ancien pouvoir ont instrumentalisé les rancœurs interconfessionnelles pour pousser les compatriotes d'une religion ou d'une autre de s'en prendre à eux-mêmes. C'est de l'instrumentalisation politique, ce n'est pas un conflit religieux. Ce n'est pas une vision différente de la construction de la société, c'est tout simplement des ambitions politiques de ceux qui ont perdu le pouvoir, de revenir dans le jeu politique, qui ont dressé une partie de la population contre une autre. Alors, est-ce qu'à cette allure-là, on ne risque pas une division du pays? La division du pays est un risque permanent dans tous les pays du monde, j'allais dire. Mais le vrai problème, c'est que, est-ce que la division du pays est envisageable? La réponse est non. Est-ce que la division du pays, c'est-à-dire la forme unitaire de l'État centrafricain, est-ce qu'elle est discutable? La réponse est non. Est-ce que nous accepterions, est-ce que quelqu'un dans ce pays-là pourrait accepter que le pays soit divisé? La réponse est non. Comme je le dis, il y a des officines politiques qui, pour exister, agitent soit des différences religieuses, comme les chrétiens et les musulmans, soit des problèmes de particularisme régional, pour dire nous, dans telle région, on a été négligé depuis l'indépendance, alors que la pauvreté, c'est dans toute la République centrafricaine. Il n'y a pas de région de la République centrafricaine qui soit privilégiée sur le plan de développement par rapport à une autre. Si il y a eu dans l'histoire de notre pays beaucoup plus d'attention dans certains secteurs géographiques que dans d'autres, ça c'est des problèmes qui peuvent se discuter dans le cadre d'une meilleure répartition des pouvoirs de l'État au niveau local, c'est-à-dire une politique d'aménagement du territoire qui tienne compte des aspirations légitimes de tous les Centrafricains du nord au sud et de l'est à l'ouest. Cela ne peut pas donner de motif à des velléités de séparation du pays. Et je tiens à le dire, vous avez vu au Soudan, tout le monde pensait que la solution c'était de créer un État séparé au sud du Soudan. Aujourd'hui, ce pays est déchiré par la guerre. Et un deuxième exemple en Centrafrique entraînerait automatiquement des revendications similaires dans beaucoup d'États. Et n'oublions pas qu'un géant de l'Afrique comme le Nigeria a mis une dizaine d'années à se sortir de l'exemple du Biafra. Donc il faut faire attention. Ce qui se passe en Centrafrique doit appeler l'attention de tous. Ne laissons pas prospérer des fausses idées.
qui s'apparentent à des solutions, mais qui ne sont pas des solutions. C'est une manière d'enfoncer l'Afrique dans la division et dans la balkanisation. Et nous ne pouvons pas accepter ça, nous, Centrafricains. Et je crois que vous voulez ajouter quelque chose? Absolument. Je crois que la CELECA, c'est le mouvement dont vous faisiez mention tout à l'heure, a tenu un congrès, je crois, la semaine dernière, où, avec les créé un état-major, et avec cet état-major, il a été clair qu'il n'y a plus idée, il n'y a plus partition de la RCA. Donc pour moi, l'idée de la partition de la RCA, c'est une sorte d'épouvantail que certains politiquement cherchent à agiter. Même pour l'instant, je ne pense pas que cela soit de mise. Voilà. Du moins pour l'instant, parce que je crois que vous faisiez allusion à la CELECA. Tout à fait. Alors, pour l'instant, je crois que la CELECA s'est réunie la semaine dernière et je crois que l'idée de la partition n'est plus de mise. Voilà. Du moins jusque-là. Ok. Monsieur le Premier ministre, avec l'arrivée de la présidente Catherine Samba-Panza, les Centrafricains avaient cru ou avaient l'espoir d'une possible paix. Pourquoi est-ce que cela n'est pas le cas aujourd'hui? Oui, je voudrais d'abord réaffirmer le soutien que notre parti, le MLPC, et tous les partis qui militent pour la transition et qui sont regroupés au sein d'une plateforme politique qui s'appelle l'Alliance des forces démocratiques de la transition, dont je suis actuellement le président. Et nous soutenons, Madame Catherine Samba-Panza, nous soutenons le processus de transition. Pourquoi? Parce que nous voulons tout simplement que notre pays retrouve la paix. Est-ce que vous croyez à une possible paix? Et je pense que la paix n'est pas impossible. Mais je pense qu'il faut poser la question autrement. Qu'est-ce que chaque Centrafricain doit faire pour amener la paix en Centrafrique? Alors, la question parce que, oui, parce que, comme je vous le disais tantôt, ce sont des hommes politiques centrafricains, ce sont des acteurs politiques centrafricains qui ont perdu le combat démocratique, qui savent qu'ils n'ont aucune audience démocratique, qui savent qu'ils n'ont aucune vision, aucun message, aucune attente, aucune réponse à donner aux attentes des Centrafricains, qui instrumentalisent soit le fait régional, soit le fait confessionnel, et qui, par des milices armées, que tout le monde connaît, c'est le cas d'un autre, anti-Balaka de l'autre, font tout pour que le pays reste sous tension et sous insécurité et que nous ne revenions pas naturellement à la réinstauration de l'administration, de l'autorité de l'État, lesquels processus enclencheraient immédiatement le processus électoral. Et lorsqu'il y a des élections, la légitimité qui est détenue par le peuple est dévolue à ceux que le peuple aura choisi pour diriger leur destinée. Et c'est de ça que les uns et les autres ne veulent pas. Et ces personnes-là qui animent ces milices savent très bien que en septembre prochain, il y aura la mission de paix des Nations Unies, la MINUSCA, qui va venir et qui aura 12 000 hommes. Et donc ces personnes-là, ces animateurs de ces milices-là, ces animateurs de ces hordes de guerriers, n'est-ce pas, savent qu'il ne leur reste que 3 mois et demi avant que les choses... Et donc, elles mettent la pression maximale sur le plan sécuritaire pour espérer avoir des strapontins, espérer être dans la dynamique de la gestion du pouvoir, tout simplement dans une position de rentier, c'est-à-dire vivre des prébendes de ce qui reste de l'État centrafricain en attendant qu'il y ait des élections. Et c'est pour ça que la question n'est pas de savoir est-ce que Mme Samba-Panza peut faire quelque chose. La question est de savoir comment faire pour que Mme Samba-Panza ait les leviers d'un pouvoir de l'État, c'est-à-dire à sa disposition des forces de défense et de sécurité pour imposer la paix, et les moyens de désarmer les milices aussi bien Seleka qu'Anti-Balaka pour que le monopole de la violence revienne à l'État comme dans tout pays, j'allais dire, normal. Voilà, avant de revenir aux élections présidentielles prévues pour l'année prochaine, tout à l'heure vous venez de dire que la mission de la MINUSCA serait en septembre, prochain chez vous. Le 15 septembre. Le 15 septembre chez vous. Est-ce que vous pensez à un retour possible des troupes tchadiennes? Je dois dire tout simplement que la République centrafricaine et le Tchad sont condamnés par la géographie à vivre ensemble. Nous avons le pays avec lequel nous avons la plus longue frontière, c'est le Tchad. Nous avons plus de 1200 km de frontière entre la République centrafricaine et le Tchad. Et c'est les mêmes populations, de l'ouest jusqu'à l'est, que vous retrouvez d'un côté et de l'autre la frontière. Il n'y a pas de barrière naturelle entre nous et le Tchad. Il n'y a pas de fleuve entre nous comme entre nous et la RD Congo ou la forêt comme entre nous et les autres pays. C'est une zone de savane, donc une zone de circulation où des hommes et des femmes ont toujours, depuis des générations, été d'un côté ou de l'autre. C'est pour dire que la décision du retrait
du contingent tchadien est un acte de souveraineté de l'État tchadien. Mais en tant que Centrafricain, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Parce que dans la situation où se trouve notre pays, où la solution est autant nationale que sous-régionale, nous ne pouvons pas nous mettre à dos un pays frère qui est là, qui ne changera jamais de position géographique. C'est-à-dire, ni la RCA ni le Tchad ne disparaîtra du jour au lendemain. Et nous devons, quel que soit ce que nous pensons, nous devons tout faire pour qu'il y ait des relations de confiance entre le Tchad et la RCA. Et c'est dans la confiance retrouvée entre le Tchad et la RCA que nous pouvons apporter des solutions à beaucoup d'autres problèmes. Et dans le cas contraire, naturellement, on peut s'attendre à beaucoup de complications. Nous sommes un pays affaibli. Nous sommes un pays pratiquement à genoux. Ce n'est pas lorsque vous êtes affaibli et que vous êtes à genoux que vous devez multiplier les situations hostiles à votre relèvement. C'est pour ça que, par intelligence et par intérêt bien compris, nous devons faire en sorte que nos relations se normalisent rapidement avec le Tchad, quitte à ce que, souverainement, les autorités tchadiennes choisissent de venir ou de ne pas venir dans la MISCA. Cela ne dépend pas de moi. Mais ce que je veux, c'est que le Tchad et la RCA continuent leurs relations de fraternité et de bon voisinage. Et ça nous aidera à résoudre également les problèmes. Pour ajouter à ce que dit le président, il est important aujourd'hui de souligner une chose. On a accusé le contingent tchadien de tous les maux, permettez-moi l'expression de Matousalem. Mais aujourd'hui, avec le retrait du contingent tchadien, rien sur le terrain n'a changé. Absolument rien. Nous continuons d'avoir des incursions, nous avons des journalistes qui sont assassinés. Et donc nous nous rendons compte qu'il y a eu un vide sécuritaire créé par les soldats tchadiens qui, tenez-vous bien, parfois certains de ces soldats connaissent mieux le terrain centrafricain que des soldats centrafricains eux-mêmes. Donc je crois que ce n'est pas une bonne chose, ce n'était pas une décision rationnelle, je dirais. Voilà. Maintenant, nous allons aborder très rapidement les élections présidentielles qui sont prévues pour l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que la date prévue pour ces élections seront respectées, monsieur le Premier ministre? Non, je pense qu'il y a une précision à apporter. La charte constitutionnelle de transition dit que la fin de la transition est fixée à février 2015 et que les élections devraient avoir lieu au plus tard à cette date, c'est-à-dire de nouvelles autorités élues doivent être en place à cette date-là. Et naturellement, ma démarche est toujours la même. La bonne question, c'est de se demander qu'est-ce que nous faisons pour que cette date soit tenue. Pour qu'il y ait élection, il faut que les déplacés et les réfugiés reviennent dans leur village. Il faut que vous soyez en paix dans votre village, dans votre quartier, pour aller vous faire recenser. Ou pour accepter même de passer la nuit dans votre maison. Il faut que vous soyez sûr que le matin, vous serez vivant, n'est-ce pas? Donc, la question de la sécurité est concomitante à la question des élections. Si, comme je le pense, le focus est mis sur la réhabilitation des forces de défense et de sécurité centrafricaines, avec le concours de bonne volonté pour que nous ayons une partie de l'armée ou l'armée dans sa totalité qui soit rapidement opérationnelle avec la gendarmerie et la police, ça permet le retour des préfets, des sous-préfets, des maires dans leur ville, des gendarmes et des policiers dans leur commissariat. Parce que ce que je dois vous dire, c'est qu'à l'intérieur de la République centrafricaine aujourd'hui, il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de sous-préfet, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de policier. Donc il faut remettre en place l'administration civile et militaire et policière. Et dans un deuxième temps, déclencher aussitôt le processus électoral. Et la même charte que j'évoquais disait qu'il y a possibilité de prolonger la période de transition de 6 mois. Donc, à l'impossible n'étant tenu, si tout est mis en œuvre pour que les élections aient lieu en février et que cela n'est pas techniquement possible, il peut y avoir un glissement, mais je plaide pour que nous restions dans le cadre du délai imparti dans la transition, parce que les élections constituent un élément important de sortie de crise. Parce que tant qu'il n'y aura pas des autorités légitimes en Centrafrique, il y aura une contestation permanente par ces forces, par ce centrifuge dont je parle, et qui aujourd'hui ont le monopole de la violence, et l'État au milieu n'a aucune force. Voilà, qu'est-ce que le MLPC fait aujourd'hui pour accompagner les autorités pour ce retour de la paix? Mais je viens de vous le dire, le MLPC, par ma modeste personne, préside l'Alliance des forces démocratiques de la transition. Nous soutenons le processus de transition. Comme toute force politique, n'étant pas directement exécutif, n'est-ce pas, n'ayant pas de pouvoir exécutif, qu'est-ce que nous faisons? C'est par les conseils, c'est par les déclarations de presse, par les prises de position, c'est par les rencontres également avec les autorités de transition, pour leur donner modestement, partager avec eux modestement notre expérience. J'ai vécu 13 ans au Togo, de 1988 en 2000. J'ai vécu pendant les moments les plus difficiles que le Togo a vécu.
j'en ai tiré également des enseignements personnels. Et ce type d'expérience, ce type de vécu, nous le transmettons aux autorités de transition pour que notre pays aussi retrouve très rapidement la paix. Nous refusons que dans ce pays, on sacrifie la justice au nom d'une réconciliation qui risque d'être un marché de dupes. Ce sont les mêmes acteurs dans notre pays qui sèment le trouble depuis plus d'une vingtaine d'années. Il faut que ces personnes soient jugées. Le type de justice sera choisi par le peuple centrafricain, mais il faut que ces personnes soient jugées pour qu'elles comprennent qu'on ne peut pas prendre en otage un pays pendant des dizaines d'années et plonger, condamner à la souffrance des populations entières. Et je pense que le processus de montée en puissance des forces de défense et de sécurité et de la justice avant toute réconciliation est couronné par des élections que nous souhaitons le plus rapidement possible, n'est-ce pas, permettront à ce pays-là de se redresser. Voilà, vous souhaitez des élections rapides. Est-ce que vous serez candidat à ces élections-là? Je souhaite que vous posiez la question à mon porte-parole parce que nous sommes un parti organisé et je suis un militant discipliné. Donc j'attends concrètement nous aurons dans les mois qui viennent un congrès et les candidats, les gens vont se présenter, les différents candidats se présenteront et le parti, dans toute indépendance, décidera du candidat que nous aurons. Voilà, vous êtes de passage... Martin Ziguélé peut-être sera dans les starters. Voilà. Ça, nous ne savons pas encore. Tout à fait. Alors, vous êtes de passage au Togo. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que le Togo puisse apporter quelque chose à la résolution du conflit en Centrafrique? Absolument, absolument. Je voudrais saluer déjà le fait que le président du Togo, le président Faure Gnassingbé, ait demandé depuis le perron de l'Élysée, lors de son dernier déplacement en France, que la France puisse vraiment mettre tout son poids militaire, diplomatique, financier pour aider ce pays à se relever. Et comme je viens de le dire, j'ai vécu au Togo une bonne partie de ma vie. J'étais dans la réassurance ici à la Sikaré et j'ai vécu directement cette période difficile de mutation démographique et le rôle que les forces de défense et de sécurité ont joué également pour que ce pays soit debout, puisse rester debout. Et je pense que c'est une expérience qui peut servir à la République centrafricaine aussi pour ne pas que ce pays continue à s'effondrer. Parce que l'effondrement d'un État a des conséquences, pas seulement dans la sous-région, mais dans toute la région africaine. Prenez l'exemple de la Libye. L'effondrement de la Libye est presque directement à la base de ce que nous avons vécu au Mali, de ce que nous vivons au Nigeria avec Boko Haram, en Centrafrique et ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans un village, nous vivons comme dans un village. Lorsque votre voisin est malade, vous risquez le lendemain d'être vous-même malade. Donc au nom de cette solidarité et au nom de l'expérience du Togo, je pense que le Togo peut beaucoup apporter en matière de conseil, en matière d'appui sur tous les plans. Je crois que durant les dernières années, le Togo a été au front. En 2011, je crois que le Togo a participé en envoyant des urnes et en envoyant des matériels électoraux en Centrafrique. Donc nous demandons aux autorités togolaises de continuer, de ne pas nous laisser, parce qu'il fait noir en Centrafrique. Et les Centrafricains ne pourront pas se relever seuls. C'est ce que les gens, la plupart de ceux qui aujourd'hui tambourinent de gauche à droite et qui peut-être veulent autre chose, ne veulent pas autre chose qu'un strapotin politique, ils ne veulent pas vous dire. C'est qu'en réalité, la Centrafrique ne pourra pas se relever seule. C'est un fait. Donc nous demandons aux autorités togolaises, nous demandons au président Faure, nous demandons à tout le monde de ne pas laisser l'RCA. Voilà, à bon entendeur des Mimos, j'espère que nos autorités seront à l'écoute, ils vous comprendront et ils vous apporteront tout le soutien possible. Je retourne vers vous, M. Martin Ziguélé, pour votre mot de fin. Je voudrais dire déjà à mes frères togolais qui sont, et je l'ai senti pendant mon bref séjour, très attentifs à la question centrafricaine, à Kwekakalo. Merci à vous également. Merci bien. Merci. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec M. Martin Ziguélé. Il est ancien Premier ministre centrafricain et président du mouvement de libération du peuple centrafricain, et Christian Twaboy, porte-parole du président. Merci à vous. Merci à vous.
La suite de cette édition, c'est la poursuite de la visite du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans le Grand Nord. Après avoir parcouru de nombreuses localités, le colonel Urokura Agadazi s'est rendu dans la préfecture de Saint-Cassé pour lancer la campagne cotonnière 2014. L'occasion a été saisie par les agriculteurs d'exposer les besoins liés aux semences et aux intrants. Gaëtan Badiba, Armel Kwasi-Johnson. Biancouri dans la préfecture de Saint-Cassé. Ici, le sujet à l'ordre du jour de la réunion, c'est le lancement de la campagne cotonnière 2014. Une occasion pour les cotonculteurs d'échanger avec le ministre de l'Agriculture sur leurs besoins. Des besoins liés aux semences et aux intrants notamment. Le colonel Urokura Agadazi a tenu à les rassurer de l'engagement du gouvernement à répondre à toutes leurs préoccupations. Biancouri produit chaque année d'importantes quantités de coton, d'où l'attention à lui accordée par les responsables de la filière. C'est une région stratégique. C'est également une région stratégique dans la mesure où le taux d'humidité est relativement faible, ce qui permet la conservation, la production et la conservation des semences. Ensuite, nous avons souvent des qualités de tête dans la région des savanes. Et aujourd'hui, en termes de production, ils sont en train de passer en première position des zones de production cotonnière. Donc, ce qui explique que le ministre arrive dans cette zone-là, dans la période-là de lancement de l'agriculture pour parler du coton. La nouvelle société cotonnière est là justement pour accompagner la production cotonnière en mettant en place les intrants, c'est-à-dire les semences, les engrais, les insecticides. Et toutes les dispositions sont prises aujourd'hui pour que celui qui veut faire du coton puisse avoir ses intrants. Après le lancement de la campagne cotonnière, un autre endroit avec tout un autre objectif. Ici, le colonel Urokura Agadazi donne le ton pour l'opération d'achat de maïs par l'ANSAT. Au total, 20 tonnes de céréales vont être achetées à un coût global de 3 200 000 francs CFA, ce qui réjouit les producteurs. Les paysans n'ont pas de moyens actuellement pour s'acheter de l'engrais. Quand cette opération est arrivée, vraiment, c'est très réconfortable pour nous. Ces fruits d'achat vont nous apporter beaucoup de choses, comme quoi on va s'acheter de l'engrais pour pouvoir cultiver cette année et avoir beaucoup de maïs pour qu'on puisse livrer à l'ANSAT l'année prochaine. Pour cette nouvelle campagne agricole, le gouvernement togolais invite les paysans à redoubler d'efforts pour accroître la production agricole. Clôturons cette édition avec ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dans la nuit du 12 au 13 mai dernier, des affrontements consécutifs à un litige foncier ont opposé les populations de la collectivité Nao à celle de la collectivité Mola dans une localité communément appelée et Sowazina dans la préfecture de Tchaoudjo. À cet effet, ces deux communautés se disputent depuis longtemps la propriété des terres favorables aux activités agricoles de Taorada. L'affaire est pendante devant la justice qui a ordonné la suspension de tous les travaux de construction. L'incident est donc survenu lorsque les sieurs Moumouni Akoyo et Kouropara Moutaru de la collectivité Nao ont entrepris la reconstruction d'un bâtiment servant de boutique qui, entre-temps, a été endommagé par la pluie qui s'est abattue sur le village. Cette situation a suscité le mécontentement de l'autre partie qui a choisi de démolir le dit bâtiment dans la nuit, provoquant des affrontements violents entre les deux communautés. Cet incident a malheureusement occasionné 3 morts, plusieurs blessés graves et des dégâts matériels importants. L'intervention conjuguée des forces de sécurité et des autorités locales a permis de ramener le calme dans la localité et d'opérer certaines interpellations. Des investigations sont en cours en vue de faire la lumière sur cet incident, situer les responsabilités et traduire les présumés auteurs devant les autorités judiciaires compétentes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile condamne cet acte incivique qui n'honore pas nos communautés au-delà de notre pays. Il appelle à toutes les parties au calme et à la retenue en leur recommandant d'éviter toute forme de vengeance privée. Il les invite enfin à faire confiance aux institutions de la République pour le règlement de leurs différends par voie légale. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.